Dis bonjour. Bonjour Lionel, bienvenue sur les ondes de Radio Babouk, ici à la Friche au Port à l'île de la Réunion. On reçoit Lionel Lorette, artiste, peintre, sculpteur, maison-corps, il nous en dira plus. On le reçoit dans le cadre de l'exposition Antivirus, une exposition collective qui a accueilli 11 artistes en réaction à ce désastre sanitaire qui nous a frappés. On est très heureux de recevoir Lionel ce soir pour qu'il nous en dise un peu plus sur qui il est, son parcours et son travail. Est-ce que tu peux te présenter et nous raconter ton parcours ? Voilà, du coup, moi je suis donc Lionel Lorette, je suis plasticien, je suis né à l'île de la Réunion et j'ai du coup fait mes études à Strasbourg. Je suis allé faire l'école des arts décoratifs en fait à Strasbourg, il y a une vingtaine d'années, je pense à peu près maintenant, ou un peu plus. 25 ans je pense, 25 ans, c'est ça. Et ça m'a plu, du coup j'ai continué. Alors du coup depuis on va dire 25 ans, je trace mon chemin en fait avec différents projets qui sont souvent liés aux arts visuels. Donc je fais un peu de sculpture, je fais un peu de peinture et je fais pas mal de vidéos. Et en ce moment j'explore beaucoup le monde de la musique. Donc l'exploration, c'est le mot que tu as répété plusieurs fois. C'est important pour toi ? En fait, tout part souvent d'une idée ou d'un fantasme ou d'un jeu. En fait, je m'accroche souvent à des lubies ou à des idées. Du coup, j'essaye de les réaliser. Ce qu'on voit là, par exemple, dans l'exposition, vient en fait d'une aventure que j'ai menée il y a 4 ans ou 5 ans, qui s'appelait les Samouchons. Et durant le confinement, en fait, j'étais confronté à eux et je me disais, c'est eux finalement les hommes masqués. Donc, je suis parti en fait sur cette idée de les faire revivre. Alors du coup, là, je repars en fait avec ces tribus. Et donc, ça fait partie d'une des choses que j'aime faire. En fait, j'aime faire du détourage. J'aime bien détourner les images, donc raconter des histoires, souvent. Même principalement avec une cosmogonie en fait locale. Donc l'idée est de m'amuser et de créer mes personnages qui prennent tous ces sens en fait dans l'insularité à La Réunion. C'est pour ça que quand je fais des sculptures en fait, j'ai par exemple à Saint-Leu imaginé un personnage qui s'appelle l'homme de couleur, qui est aussi un homme de cœur, avec l'idée qu'il observe comme ça l'océan. Et toutes les traces en fait extérieures viennent de se coller sur son corps en fait, et derrière en fait c'est sa face reste noire en fait, originelle. Du coup pour moi c'est une sorte de super héros du métissage, mais qui n'oublie pas qu'il vient de quelque part. Donc chacun de mes personnages en fait, chacune de mes aventures, ce sont des petits héros locaux. Là en fait j'ai commencé dans le confinement à vraiment réfléchir sur l'idée de faire revenir la Vierge Parasol et Saint-Expédite en fait dans le monde réel. Donc je suis sur un projet avec un Saint-Expédite Malbar en fait donc on a fait le costume en fait. Tu peux nous dire rapidement Saint-Expédite, c'est qui ? Alors Saint-Expédite en fait c'est un saint originellement finalement qui est lié comme son nom l'indique aux expéditions à l'origine. Et j'ai découvert d'ailleurs dernièrement c'est une star en fait dans les pays d'Amérique du Sud, mais une vraie star. Donc du coup ça m'a donné l'envie en fait de faire un voyage en fait à la recherche de Saint-Expédite chez nos amis latins d'Amérique du Sud. Et la Vierge Parasol a arrêté le volcan du coup à Sainte-Rose. La Vierge Parasol, comme la gendarmerie aussi, et comme la mairie aussi, ils ont arrêté aussi le volcan, l'église aussi. Donc en fait, tout le monde a un peu arrêté le volcan, mais on va garder juste la Vierge Parasol comme héroïne principale de l'épisode. Du coup, j'ai une petite passion particulière pour la Vierge Parasol. Ouais. J'ai imaginé il y a 2 ans avec Björk, mais Björk m'a jamais répondu. En fait, je lui ai envoyé un mail parce que je voulais... C'était à l'occasion de Eyjafell. Eyjafell, c'était le volcan en fait qui avait bloqué. C'était il y a 2 ans, ça, ou il y a 3 ans ? Tu me dis pour les dates. 3 ou 4. Il y a 4 ans. J'ai envoyé un mail du coup à Björk pour lui dire que ici à La Réunion, si elles avaient vraiment un problème, nous on a une Vierge Parasol qui arrête le volcan. Et du coup, j'ai entamé un partenariat avec Movilac pour avoir la couleur bleue. Et il suffisait juste en fait d'aller sur place et de la reconstruire.
m'a jamais répondu. D'accord. Et pourtant, c'était un vrai mouvement d'empathie, tu vois, de la communauté artistique réunionnaise envers l'Islande. Et je pense que ça aurait pu faire en sorte que l'Eurovision s'arrête plus tôt. Mais peut-être qu'elle n'a pas reçu, en fait, je sais pas. Ou peut-être qu'elle en reçoit trop. Ouais, peut-être qu'elle en reçoit trop. Peut-être que je me suis transformé en spam. Peut-être que j'ai été spammé. Ok, merci. Et tu peux nous parler des autres œuvres Alors, j'aimerais que tu reviennes sur ce concept de Sabouchon. Alors, j'ai bien compris, donc tu crées des icônes à partir de la culture locale. Donc là, t'es parti sur la junk food quand même. Hein, je veux dire, t'es pas parti sur le lambroquin, t'es pas allé sur la canne à sucre, t'es allé sur le bouchon et le samoussa. Tu peux. Pourquoi ce choix? Je me souviens plus exactement, mais c'est peut-être la création du mot. À un moment, j'avais joué avec ce mot samouchon. Voilà, et du coup, c'est devenu une sorte de, une sorte de flash en me disant que ça représenterait véritablement l'histoire de notre île. Donc du coup, en fait, j'ai créé une tribu des bouchons, une tribu des samoussas et une tribu de bonbons piment. Et du coup, j'ai retracé en fait l'idée d'une guerre en fait entre ces différentes ethnies qui ne s'aimaient pas en fait au début. Donc avec des actes de domination, des actes de violence, jusqu'à l'avènement du samouchon et du premier mariage mixte. Donc en fait, le premier mariage mixte en fait amène le premier métissage. Du coup, ça consiste à s'amuser en fait en récupérant le module, parce que finalement on peut faire finalement de l'art avec tout. En fait, on s'approprie. Là, je me suis approprié au final le bouchon et je le fais mien, donc graphiquement. Et du coup, ce métissage en fait nous amène au samouchon. À partir de ce moment-là, je suis allé voir différents chefs locaux pour créer la recette du samouchon. Alors c'est rigolo parce que c'était une sorte de mini tempête, parce que certains me traitaient d'hérétique. C'est rigolo parce qu'en fait, du coup, il y a eu plein de projets de samouchon en fait Pourquoi d'hérétique en fait, à l'origine, il ne se mélange pas en fait le samouchon. Il faut savoir que culturellement, c'est une première. Donc en fait, avant de passer le cap du métissage, il y a toujours des difficultés en fait à affronter. Et du coup, très intéressant en fait. J'ai travaillé avec différents chefs, mais en fait, on est arrivé sur des choses beaucoup trop élaborées. Donc à un moment, on avait une sorte de samouchon pyramidal, trop, on va dire, grande cuisine. À partir de ce moment-là, en fait, il y avait une petite vendeuse de samoussa là qui avait entendu parler de ça. J'étais au Chaudron à l'époque. Et du coup, elle est venue me voir. Elle m'a dit, ah oui, mais ça, c'est l'idée du siècle, le samouchon. J'ai dit, l'idée du siècle. Carrément. Alors, super passionnée et qui faisait des super samoussas. Du coup, j'ai travaillé avec elle. On a découpé un bouchon en deux, parce qu'en fait, le bouchon entier dans le samoussa, ça rentre pas. C'est un peu indigeste au final, c'est un peu gros. En fait, ça rentre pas dans la bouche, en gros. Donc, l'idée fut, à l'époque, de couper un bouchon en deux, donc de le trancher. Alors, très important, sur la longueur. Ouais. Et ensuite, de l'insérer, tout simplement, dans un samoussa, en mettant à chaque extrémité. Donc, et ça, donc je vais vous le dévoiler ce soir. À chaque extrémité, j'ai un piment chinois en fait sur un des angles, du siave sur un deuxième angle et du kotomini au troisième angle. C'est ça qui fait toute la recette, la douceur et la fraîcheur du samouchon. Du coup, on a organisé donc une exposition où on présentait les samouchons avec le slogan. Samouchon, les mous, les durs, les bons. Voilà, c'était ça. C'était simple, efficace. Très efficace. Donc voilà, donc Madame Poleya, c'était... donc elle avait... on a joué aussi sur le côté... je me suis amusé un petit peu sur l'idée avec... Alors, il y a vraiment deux histoires. Il y a l'allégorie du métissage, donc avec toutes les scènes qui aboutissent à des scènes de liesse et de rencontres,
et aussi l'idée un petit peu industrielle du design d'objets. En fait, il fait des superbes objets, notre ami Yacine, c'est ça? Oui. Et l'idée, en fait, très rapidement, je me suis amusé à voir que certaines personnes disaient ah mais c'est génial ce truc-là, et d'autres disaient ah putain c'est nul, c'est complètement nul, c'est débile. Et donc c'était très marrant parce que finalement les choses qui sont un peu clivantes comme ça, tout de suite elles suscitent de l'intérêt. Donc on a développé une sorte de théorie commerciale du coup, que grâce à ce fameux Samouchon qui s'était avéré excellent finalement contre toute attente au vernissage, il fallait le commercialiser. Donc en fait, et un terrain énorme s'ouvrait à nous, c'est-à-dire qu'on mélangeait finalement la terre commerciale de l'Inde et de la Chine en même temps. C'est-à-dire qu'en fait, on avait l'Inde et la Chine. Donc on pouvait prendre le produit indien et l'amener en Chine et vice-versa. Donc je me suis un peu amusé autour de ça, de dire que voilà, enfin, un produit local qui risque de sauver notre économie. J'ai pas été très suivi en fait, au final. Bon. D'accord. Je comprends mieux. Et mais là, tu allais un peu plus loin que le piment et la coriandre, puisque tu as remplacé la tête des gens par des bouchons. C'est ça. Et c'est-à-dire que quelque part, nous sommes des bouchons, nous sommes des samoussas. Nous sommes tous des bouchons, ouais. Et je suis bouchon. Alors, est-ce que moi j'ai une question. Je comprends. Alors évidemment, c'est très rigolo et voilà. Et est-ce que c'est à la fois très drôle, en même temps, est-ce que c'est pas réducteur? Tu disais que ça peut. Est-ce que un samoussa peut réussir à nous définir, quoi? En fait, c'est effectivement un peu caricatural. Là, je pense qu'on est dans une sorte de douceur, de moucatage créole, tu vois. On s'amuse de nous-mêmes. C'est comme un petit peu dans l'idée d'une certaine époque où on savait jouer sur les ethnies, mais tout en restant courtois finalement. Et donc en fait, ce sont des symboles assez caricaturaux effectivement. Donc c'est le samoussa, c'est l'Inde, ou le samoussa, c'est le peuple. Mais en fait, c'est avant tout pour raconter une histoire à tous. En fait, une histoire, effectivement, de la notion d'ethnie, de la notion de rencontre, de métissage. Donc en fait, ça a été un biais assez extraordinaire en fait avec les gamins et avec les adultes en fait. Alors moi aujourd'hui, je m'amuse à faire. Je suis pas dans la puissance du projet, c'est-à-dire que je m'amuse aujourd'hui juste à faire des petites images de temps en temps parce que voilà, ça me plaît. Mais effectivement, dans la globalité du projet à l'époque, c'était pertinent parce qu'en fait, il y avait beaucoup d'images. Et donc toutes les scènes de guerre, puis tous les samouchons, tous les bouchons, par exemple de tout le sang indien. Donc en fait, on avait des samoussas maorés, on avait des bouchons malgaches. Donc en fait, c'était assez intéressant dans cette notion de raconter l'histoire de la Réunion à travers ces personnages. Alors moi j'ai une petite question. Donc ils sont tous en costume et voilà, sur une présentation plutôt très métropolitaine, avec des objets aussi très rattachés à une histoire de guerre, si on veut aussi, mais même le landau qui est très métropolitain. Du coup, au départ, effectivement, j'avais vu quelque chose d'assez universel dans le message, un peu comme Lucky Luke avec la famille au gros nez, la famille aux grandes oreilles. Mais là, du coup, en rajoutant cette dimension ethnique, quel est le rapport justement où voilà, ce décalage entre l'habit et la personne, et puis parce que finalement on aurait mis par exemple une personne asiatique avec une tête de bouchon, ça aurait peut-être fait trop. Ouais. Voilà. Alors que là, du coup, le décalage, ça crée justement plein d'interrogations. Et voilà, simplement savoir si à ce niveau-là, est-ce que c'était volontaire, est-ce que tu t'es amusé, est-ce que c'était pour dire que on pouvait être, enfin, que selon d'où on venait, on pouvait être une tête de bouchon. Enfin voilà. Alors c'est vrai que dans cette série, elles sont plus abstraites parce que les autres étaient beaucoup plus localisées. En fait, il y a le choix de l'image. Là, par exemple, sur le landau. Je l'adore en fait. J'adore ce rapport, Alors moi je suis assez pas passionné de vieilles photos déjà. Donc en fait je travaille beaucoup avec des photos anciennes sur lesquelles je vais flasher. Donc il y a déjà un support qui est intéressant. Et du coup là je me pose pas du tout la question, je fais. Et ensuite je vais rassembler, tu vois, par famille ou raconter une histoire.
Donc, dans ce cas précis, effectivement, là, en fait, je me suis fait une petite sélection en m'amusant, qui aurait pu être plus poussée pour cette exposition, ça c'est sûr. La guerre des débouchons, parce qu'en fait, nous sommes en guerre. C'était, en fait, j'ai aussi choisi en fonction de ce que j'entendais en fait à la télévision. Donc j'ai fait un peu mon choix comme ça en fait avec l'information, la proximité spatiale. Donc en fait sur des mots justement qui sont apparus dans le langage comme ça et qui ont pris une importance extraordinaire en fait. Ce que je trouvais intéressant justement, c'est de dire, en tant que spectateur, de me dire est-ce que finalement l'artiste aussi dans ses représentations de l'histoire et des choses, est-ce qu'il n'y a pas toujours ce fond justement qui est rattaché à l'histoire de France, du coup qui est présent Dans ce cas précis, oui, parce que là on est vraiment sur un événement national avec et même une notion de pandémie mondiale avec un relais médiatique hyper puissant. Donc là, c'est clair. Et du coup, par contre, mes super-héros sont là pour peut-être nous aider, tout simplement. L'idée vraiment que de les faire réapparaître, en fait. Là, je suis sur une série qui va... par exemple, j'imaginais bien Dark Vador, tu vois, pareil, en train de couper la canne avec son sabre. Donc en fait, dans la prochaine série, je vais m'amuser à ça, tu vois, vraiment toute une panoplie de super-héros locaux, en fait. Donc c'est un game que j'ai trop envie de faire depuis assez longtemps, en fait. Alors justement, tu parles de cette crise sanitaire. La crise sanitaire, le confinement, tout ça, comment tu l'as vécu, toi, en tant qu'artiste ? Comment est-ce que, l'événement, on a tous vécu la sidération, on a tous vécu ces étapes-là. Et toi, en tant qu'artiste, est-ce qu'il y a eu un rôle particulier à jouer ? Est-ce que tu t'es senti plus concerné ? Est-ce que cette baisse des libertés individuelles volontaires est venue peut-être réveiller une envie d'expression ou pas ? Comment est-ce que ça t'a touché, toi, en tant qu'artiste, dans ta profession, dans ton métier, dans ton rapport à l'expression ? Alors en fait, nous sommes le 21 janvier, c'est ça ? C'est là où ça a commencé. Je pense j'étais comme beaucoup de gens finalement déjà halluciné d'un tel événement qui a pris une proportion terrible. Tu as une première réaction effectivement d'essayer de comprendre ce qui se passe. Donc t'es un peu figé. Moi je pense qu'on a été j'étais avec Alice, on est tous les deux artistes, donc on a un peu on est déjà très confinés. Nous sommes des êtres très très confinés. C'est-à-dire qu'on est finalement le seul problème, c'est de ne pas sortir quand on veut, comme on veut, et c'est compliqué de sortir. Mais en général, nous on sort pas beaucoup, on travaille beaucoup chez nous à l'atelier, et du coup on sort pour aller faire des petites courses, ou c'est assez rare en fait. Donc on est des êtres déjà assez confinés. Mais par contre, en fait, c'est tout ce qu'on est en train de faire qui s'arrête. Donc moi je devais partir à Bruxelles, je devais aller en Corée, enfin j'ai plein de beaux projets, une belle année, comme beaucoup de gens. Alice aussi, et du coup tout ça s'arrête d'un coup. Donc en fait il faut prendre le temps de digérer un peu tout ça, de comprendre ce qui se passe, que finalement on est tous dans une aventure assez folle. Alors moi j'ai pas vraiment réussi à me mettre au travail parce que j'ai la notion d'urgence, j'ai la notion d'objectif en fait, de date. Si j'ai pas ça, en fait, je suis un peu perdu. Du coup, j'ai quand même réussi à me dire, tiens, je vais prendre plus de temps pour faire certaines choses mieux. Du coup, j'ai appris le piano, en fait. Du coup, là, ça fait depuis ce confinement que j'apprends le piano. Parce que c'était détaché. Non, c'est vrai. Parce qu'en fait, c'était une pratique qui est détachée. Au moins, en fait, je me suis dit, tiens, je vais profiter de ce temps-là pour faire des choses que je ne fais jamais et que j'ai toujours voulu faire. En fait, j'ai profité de ce temps-là pour ça. Du coup, du vrai temps, parce que finalement, ça a été extraordinaire, en fait, ce temps. Et du coup, un temps à consacrer à quoi ? Donc voilà. Donc je pense que grâce à ce moment d'arrêt, bon là, je développe les côtés positifs. Grâce à ce moment d'arrêt, en fait, moi, je suis toujours au taquet. Donc ça fait
25 ans, justement, que je suis au taquet. Je suis sur tous mes projets. Et je pense que je me serais jamais arrêté de ma vie comme je l'ai fait là, en fait. Donc ça a été, pour moi, 2 mois intéressants de pause, en fait. Et de faire plus pour soi. Ensuite, du coup, Alice, ma compagne, en fait, elle a plus réussi à s'y mettre, même si, en fait, on a vraiment mis un mois à ne pas comprendre, en fait, ce qui nous arrivait. Du coup, cette activité de piano me permettait de canaliser un peu. Et ensuite, on est encore dedans, en fait. Et c'est tellement complexe parce que je pense que c'est global. C'est-à-dire que notre faculté ou notre volonté de faire des projets ou de faire les choses avec les gens est très amoindrie par le fait que nous, comme les autres, avons tendance à soit à annuler, soit à décaler, soit à pas trop y croire. Donc en fait, les choses reprennent très lentement. Enfin, je ressens ça. Et on est quand même une population qui avons été extrêmement épargnés. Donc ça, c'est une véritable chance en fait pour nous. Donc on vit un peu par procuration une épidémie. Mais à la fois, ça reste dangereux. Donc c'est très confus en fait ce qu'on a comme sentiment. On a vécu le chikungunya avant, où là, effectivement, c'était l'inverse. On était tout seul, en fait, à avoir ça, et les autres, en fait, ils savaient rien. Et ils s'en foutaient complètement, mais c'est normal, parce qu'en fait, c'était pas leur problème. Donc, je pense que c'est effectivement unique. Et ensuite, je pense que c'est une sorte d'épreuve, en fait, mondiale, qui s'adresse à tout le monde, avec d'énormes dégâts collatéraux, mais qui nous met en garde, en fait, tout simplement sur un comportement un petit peu, on va dire, too much du nôtre, en fait, de notre comportement global, en fait. Donc, en fait, je pense que ça a aussi été un temps de pause et un temps de réflexion pour beaucoup d'acteurs, en fait. Est-ce que tu penses qu'il y a un avant et un après ? Alors, je pense qu'il y a un avant et un après, ouais. Clairement. Pour moi, oui, clairement, parce que... Alors, cet après, peut-être qu'il va très rapidement être oublié. Mais en tout cas, il y a quand même une prise de conscience, un choc. Nous, je pense qu'en France, globalement, on a quand même pris conscience d'une petite notion de déclin et de surabondance, de délocalisation, de lâcher notre industrie. Moi, j'étais à Strasbourg, du coup, pour faire mes études. J'étais à la frontière allemande. Bon, tu passais la frontière, en fait, toutes les petites entreprises, en fait, elles sont plus là, en fait, en France, vraiment. Donc, les restaurants à l'ancienne, ils sont là. Le menuisier, il est là. Le cordonnier, il est là. En fait, ils sont tous là. Ils font des choses de qualité. Ils sont restés. Ils ont gardé une petite industrie. Ce qu'on n'a pas gardé nous-mêmes, en fait, on a tout franchisé. Le menuisier, il franchise en Roumanie, etc., etc. Donc, en fait, le restaurant, il se transforme tous les 3 ans en nouveau concept store machin. Il y a encore beaucoup de petites aventures. Mais globalement, en fait, on est complètement acheté et dépendant, en fait, d'un virage qu'on a pris, qui était pas si négatif au début, qui était un virage de dire on délocalise. C'était pas bête, en fait. Mais en fait, on a surdélocalisé. Et comme c'est un peu comme l'aventure du supermarché, qui était une super bonne idée au début, mais on a voulu optimiser. Donc, en fait... Mais bon, est-ce qu'on aura plus de petits artisans et petites industries pour autant bon, on verra, l'avenir nous le dira. Ce que je voulais savoir, c'est, oui, effectivement, il y a tout ça. J'ai bien compris toutes les étapes par lesquelles tu es passé, etc. Ce moment d'introspection, finalement, forcé, par lequel beaucoup de gens sont passés dans cette crise. Est-ce que tu penses que, je vais droit au but, est-ce que tu penses qu'il y a un lien entre l'art? Quel est le lien, selon toi, entre l'art et les temps de crise? Est-ce qu'il aurait un rôle spécifique à jouer, comme ça? Est-ce que cette introspection, que tout le monde a eue, etc., qui finalement est c'est une fonction qu'on attribue aux artistes, aux penseurs, aux philosophes, aux auteurs de manière générale, parce que les gens, ils n'ont pas le temps, ils sont la tête dans le guidon toute l'année, etc. Là, tout le monde a pris ce temps-là. Tout le monde a réveillé, beaucoup de gens ont eu l'occasion d'explorer ce nouveau temps, cette parenthèse, cette nouvelle temporalité. Est-ce que toi, ça t'a permis d'aller encore plus loin? Est-ce que
Est-ce que là, justement, je comprends qu'on a été perdu, mais est-ce que là, il n'y a pas comme un devoir d'expression supplémentaire? Est-ce que l'artiste n'a pas un rôle spécifique à jouer dans ce type de crise? Alors en fait, déjà, je pense qu'on a vraiment perçu un manque et l'importance finalement du rapport artistique, culturel, c'est-à-dire de voir une pièce de théâtre, d'aller voir un concert, donc d'avoir des émotions suscitées par des artistes. Donc en fait, ce qui a été intéressant, c'est de voir que ce manque a réellement existé en fait pour une grande partie de la population, même ne serait-ce que d'aller au cinéma. Donc en fait, on a quand même vu l'importance. Donc ça a été une belle démonstration de l'importance du secteur en fait, entre guillemets. Alors déjà, ça a été important en fait à constater et de comprendre qu'en fait, on a insisté sur ce manque nous a permis d'encore mieux qu'on comprenne la nécessité en fait de la présence de quelqu'un qui va être devant toi, qui va faire du spectacle vivant ou voir un dessin qu'il a réalisé lui-même. Donc ça, je trouve que ça a été important pour le rapport qu'on va installer dorénavant. Et ce manque, il est encore là, en fait. On le voit avec la problématique des salles de théâtre ou des salles de... Ensuite, je pense qu'effectivement, dans un contexte de crise comme ça, il y a effectivement un point de vue à énoncer ou une prise de conscience, donc d'accompagner, en fait, dans la difficulté, finalement, toute une société. Et donc, finalement, c'est de l'ordre d'une prise de conscience qui est clairement d'une problématique qui engendre d'autres problématiques, en fait, parce qu'on est vraiment dans une sorte de course. En fait, on vit vraiment un crédit. Donc là, on a bien vu que 3 mois d'arrêt, de surconsommation amène un gouffre, en fait. Donc des faillites, etc., etc. Donc on peut pas en fait continuer comme ça, c'est clairement évident. Donc du coup, effectivement, il y a, je pense de mon côté en fait, il y a plus d'intégrité dans l'idée de mes prises de position futures, ça c'est sûr. Ça c'est sûr parce qu'en fait on est tous plus ou moins avec une sorte de fonctionnement pseudo-individualiste mais quand même un peu commun mais là, on se rend vraiment compte qu'on va vraiment droit dans le mur. Alors, si ne serait-ce que, si c'est pas forcément pour nous, c'est vraiment pour nos enfants. Donc, en fait, je pense que cette crise, pour moi, c'est vraiment un signal énorme, un déclencheur, en fait, d'une problématique, en fait, sociale et mondiale et écologique. Une sorte de premier éveil, quoi. On n'a plus le droit de tricher, quoi. Oui, c'est très sincèrement en fait, parce qu'on est fait d'énormément d'incohérences et enfin c'est super complexe. Moi, je suis plutôt fataliste, je suis plutôt pas forcément pessimiste, mais depuis le début de l'histoire de l'homme, en fait, elle nous montre qu'on est destructeur, en fait. Donc, en fait, ça fait partie de nous. Donc effectivement, je pense que seul le chaos nous ramène au début. Donc en fait, aujourd'hui, on a créé vraiment un monde de communication hyper, en fait, trop développé, qui fait que on est tous des organes de communication et on se ment tous à nous-mêmes et sans agir vraiment. Donc on fait croire tous qu'on agit. Mais je pense qu'il y a quand même véritablement une prise de conscience assez globale sur certaines choses. Et c'est vrai qu'on pouvait pas prendre conscience de tout ça. Moi, je sais que, par exemple, dans les années 80, quand j'avais 8 ans, ça je sais, ou quand j'avais 10-15 ans, donc en fait, l'écologie, en fait, existait déjà. Mais en fait, elle n'avait pas vraiment de raison d'être. Parce que les dégâts n'étaient pas encore, en fait, faits. Et donc, tout ça a été exponentiel et a pris 20 ans. Il faut savoir que la Chine, en fait, il y a 20 ans aujourd'hui, elle n'existe pas. Donc elle est dernier économiquement sur la planète. Donc en 20 ans, en fait, elle prend le leadership. 20 ans, c'est complètement fou. Et du coup, voilà. Enfin, je m'égare. Non, pas du tout. Voilà, ok. Donc une vraie prise de conscience, un signal fort, en fait. Moi, je suis vraiment dans l'idée du volcan, de garder le volcan, de protéger une culture, de se protéger
À La Réunion, en fait, on a quand même un caractère assez doux, tu vois, qui est très accueillant. Et du coup, on n'est pas les Corses. Mais en fait, je pense il faut un bon mélange, en fait. Il faut savoir être un petit peu corse aussi, je pense. Donc voilà. Ok. Bon, merci pour cette explication. Est-ce que tu peux nous parler de tes projets à venir là? Comment est-ce que tu vas te relever après tout ça? Comment est-ce que tu rebondis là actuellement? C'est quoi tes projets Alors là, à moyen terme? Je dois aller au mois de septembre normalement en Martinique, mais j'ai un peu peur parce que c'est de l'autre côté du monde. Du coup, voilà, tu vois, donc je travaille sur un spectacle avec un metteur en scène martiniquais, une chanteuse haïtienne. Eux, ils sont très contents parce qu'ils vont chez eux, ils habitent à Paris. Mais moi, il faut que j'aille de l'autre côté là-bas. Donc, c'est super, je suis content. C'est un spectacle qui est issu d'un projet avec lequel j'évolue depuis une dizaine d'années environ. En fait, en général, j'ai dit toujours 8 ans. Ça, parce que je me souviens pas trop. Qui s'appelle Mademoiselle Cantatrice. C'est un spectacle. Donc, du coup, j'ai la chance de pouvoir décliner ce spectacle. C'est un petit projet que j'ai monté, du coup, où à l'origine, en fait, cette robe géante était un petit peu comme une robe de Cendrillon. Et l'idée, la première fois que je l'ai faite à Pondichéry, c'était de dire, on va faire monter dans cette robe, en fait, on va faire un The Voice dans le township, en fait. Donc l'idée, c'était de faire monter la petite princesse, en fait, qui allait chanter dans la robe. C'est ce qu'on a fait. Alors c'était rigolo parce qu'au début on cherchait justement cette The Voice, quoi. Et il y avait plein de propositions, mais qui étaient plus de l'ordre du cousin de l'expat. Donc il a fallu en fait fouiller pour trouver la petite princesse. Après j'ai commencé à décliner ce projet-là avec une pro, une chanteuse lyrique. Du coup, voilà, ça continue et je suis content. Voilà. Et après, je travaille sur un projet que j'ai appelé Iconomade. Donc, mais là, j'ai un peu du mal, là, parce que du coup, moi, j'ai toujours un peu de mal à m'y remettre. Iconomade, l'idée, c'est une sorte d'immersion dans l'histoire du peuplement de La Réunion. Je travaille avec les archives départementales, l'Iconothèque, j'adore, je suis super fan. Donc en allant sur le site de l'Iconothèque, je m'éclate, tout simplement. Et du coup, l'idée, c'est de construire une boîte, une grosse boîte, qui est déclinable comme un paravent, qui est modulable et qui voyage, qui est voyageuse, pour justement raconter des histoires sur notre peuplement à tout le monde et dans l'océan Indien. Du coup, en fait, je faisais ça. En fait, j'ai toujours bien aimé faire cinéma paradiso un peu. Donc, ce que j'adore, je suis passionné par les projecteurs diapo depuis que je suis gamin et les projecteurs vidéo. Du coup, par exemple, j'allais à Madagascar, je projetais des films de monde sous-marin aux pêcheurs, en fait, et ils hallucinaient. Et nous aussi, on hallucine. Donc, imagine le rapport à l'image de gens qui n'ont pas. Donc c'était complètement dingue. Et du coup, l'idée, c'est qu'en fait, ces images-là, non seulement nous, on n'est pas confrontés à elles, ou une petite partie de la population, parce qu'il y a eu seuls les passionnés, les historiens, en fait, et il y a une petite tendance aussi à garder pour soi, ça c'est mon image, pour la présenter moi-même à un truc. Donc grâce à l'Iconothèque, il y a un démarrage de vulgarisation, mais à chaque fois que je fais ça, en fait, les gens, ils hallucinent, et je suis content. En fait, j'aime essayer de faire partager ça. Donc tu peux imaginer que ça marchera tout aussi bien dans un collège à La Réunion avec des gamins qui vont voir, en fait après il faut sélectionner les images, ou à Madagascar, des images qu'on a nous, mais que eux ne connaissent pas en fait. Donc c'est leurs ancêtres, donc ils n'ont pas les images de leurs ancêtres, mais nous on les a. Mais elles sont rangées. Donc c'est ça un peu. Et donc il y a des tels trésors que voilà, je travaille là-dessus pour la fin de l'année. Eh ben écoute, merci beaucoup Lionel. Merci Lionel Lorette. Merci les amis. Voilà, on est ici à la Friche, au port, à l'île de la Réunion. Restez connectés.